Bonjour à tous, bienvenue, merci, désolé pour le retard, on a eu des petits soucis techniques avec notre expert, le notaire Frédéric Varin. Voilà, il va nous rejoindre sur scène et vous êtes très nombreux, vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions sur ce thème, donc ce webinaire organisé par lepetitjournal.com sur le thème Testament et succession à l'international. Vous êtes déjà plus de 180 à vouloir assister à ce webinaire. Je vous en remercie. N'hésitez pas à nous dire un petit peu où vous êtes, nous saluer. Vous avez le petit onglet questions qui s'affiche sur la droite, sur laquelle vous pourrez évidemment poser toutes vos questions, mais vous pouvez aussi déjà nous dire un petit peu où vous êtes. Certains d'entre vous certainement en Asie en soirée, d'autres le matin peut-être très tôt sur le continent américain, d'autres en Europe. Donc voilà, faites-nous signe. On attend. Voilà, Dominique, bonjour de Madrid, enchanté Dominique, bienvenue à tous. Comme je le disais, vous êtes très très nombreux et c'est bien normal parce que c'est un thème très important et très intéressant. Voilà, je suis ravi de voir Frédéric, donc notre notaire expert sur ces questions de testament et succession à l'international, qui est là. Et Frédéric, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Eh bien, parfait. Moi, je vous entends bien également. Peut-être vous rapprocher un tout petit peu, si possible. Et voilà, parfait, excellent. Donc, comme je disais, il y a beaucoup de monde. Voilà, on a Karine de Hong Kong, Stéphanie d'Israël, Manuela de Rome, Anne qui est également en Italie. Donc, des gens, des Français du monde entier qui se posent évidemment des questions sur la thématique de la succession à l'international, dont vous êtes un expert. Je vais peut-être vous passer la parole, Frédéric, peut-être juste pour vous laisser vous présenter en quelques mots, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Bonjour, je suis Frédéric Varin, je suis notaire associé installé à Vitré dans le Maine-et-Loire. Voilà, je suis donc spécialisé en droit international privé, j'ai des certificats de spécialisation à ce sujet. J'effectue plusieurs missions pour le Conseil supérieur du notariat, notamment donc je renseigne les Français de l'étranger à l'occasion de déplacements dans différents consulats et ambassades pour expliquer un peu donc quelles sont les problématiques d'une situation d'expatrié. Voilà. Et j'aide aussi donc je représente l'Union internationale du notariat latin, c'est-à-dire tous les pays qui ont un système notarial dans le monde, à la conférence de La Haye, donc pour aider à la rédaction des conventions, voilà, qui s'appliquent et qui, pour bon nombre, constituent notre droit positif aujourd'hui. Parfait, super. Bah écoutez, je le redis, donc les amis internautes, lecteurs du petitjournal.com, n'hésitez pas à poser vos questions dans la colonne questions. Vous êtes nombreux à nous avoir fait des petits coucous pour nous dire où vous étiez. Je pense que vous avez beaucoup de questions. On a à peu près 1h10, 1h15 devant nous. Désolé encore une nouvelle fois pour le retard lié à des problèmes techniques. Peut-être mettre une première question pour simplement déjà rappeler ce qu'est une succession internationale et ce que sont ses spécificités. Oui, alors une succession internationale. Qu'est-ce qu'une succession internationale? C'est une succession qui comporte un élément, ce qu'on appelle d'extranéité, c'est-à-dire un élément qui est externe à une situation française. Alors, qu'est-ce que peut être un élément d'extranéité? Un élément d'extranéité, ça peut être la nationalité d'une personne, ça peut être le lieu où se situe un bien, notamment. Alors, à chaque fois qu'on a dans une succession quelqu'un, par exemple, qui va être d'une nationalité autre que française, on tombe dans le cadre d'une succession internationale. Quand dans une succession, j'ai un bien qui se situe hors de France, je tombe dans le cadre d'une succession internationale. Également, une notion très importante en droit international, c'est la résidence. Quand quelqu'un a sa résidence habituelle en dehors de France, je tombe dans le cadre d'une succession internationale. Alors, bien sûr, quand je dis ça, encore faut-il que le bien ou les personnes dont je viens de parler soient concernées par la succession. Pourquoi il est vraiment important pour les expatriés, puisque c'est essentiellement notre public aujourd'hui sur ce webinaire, pourquoi il est important pour eux de s'intéresser au plus près à cette question? Alors, pourquoi? Parce que la difficulté, c'est que on s'aperçoit que des situations qui ne sont pas anticipées
génère des complexités pour un certain nombre pour le règlement notamment des successions. Pourquoi? Parce que la France, elle, applique un certain nombre de règles, mais qu'applique que la France ou qu'un certain nombre de pays dans le monde. Chaque pays a ses propres règles. Et autant certaines règles parfois convergent, et là on n'a pas trop de difficultés, on arrive à obtenir des règlements de succession qui sont cohérents et dans lesquels c'est pas trop compliqué. Par contre, quand les règles d'un pays contredisent les règles d'un autre pays, c'est là que ça devient beaucoup plus difficile. Donc, pour éviter, il y a un certain nombre d'outils qui existent et qui sont à la disposition aujourd'hui des expatriés, justement pour anticiper ces problématiques et éviter d'arriver dans des impasses le jour où malheureusement un décès intervient. Parfait. On va commencer avec les questions des internautes, hein. Je rappelle que vous ne pouvez pas répondre en quelques secondes à des cas très particuliers, mais peut-être à partir de ces cas, va pouvoir donner quelques bons conseils et des généralités. Alors, on a Jean-Jacques qui est basé en Australie depuis 40 ans. Alors, il explique qu'il a un testament pour la plupart de ses biens en Australie, mais il possède également une propriété en France. Il demande, dois-je établir un testament séparé avec un notaire pour ce bien en France? Alors, il n'y a pas de réponse, on va dire, générale pour ce genre de questions. C'est-à-dire que chaque cas est individuel et donc chaque cas mérite une analyse précise. Là, dans le cadre de cette question relative à l'Australie, donc la difficulté est la suivante. C'est que déjà, il faut se poser la question de la validité en la forme du testament. C'est-à-dire que toutes les formes de testament qu'on connaît en France ne sont pas forcément valables à l'étranger. En France, on connaît 3 formes de testament. Voilà. Le testament holographe, c'est celui qu'on rédige de sa main et qu'on signe de sa main. Il faut qu'il soit rédigé de votre propre main pour être valable. Et attention, c'est un seul testateur sur le support, c'est-à-dire on n'écrit pas à deux un testament ensemble. Ce testament holographe qui est reconnu en France, ça c'est une première forme de testament. Deuxième forme de testament qui existe en France, en droit français, c'est le testament authentique. Il est reçu soit par un notaire avec 2 témoins en présence du testateur, soit il est reçu par 2 notaires sans témoins en présence du testateur. C'est un acte authentique. Ça, c'est deuxième forme de testament reconnu en France. Troisième forme, c'est le testament mystique. Il est peu, on en voit peu, hein. C'est un testament donc, qui est remis au notaire cacheté. Ces 3 formes de testament, elles ne sont pas forcément reconnues dans tous les États du monde. Vous avez certains États qui reconnaissent le testament holographe, d'autres qui ne le reconnaissent pas. Donc déjà, pour répondre à notre expatrié en Australie, il faudrait déjà aller regarder en droit interne australien quelle est la forme des testaments qui sont reconnus là-bas, pour s'assurer qu'un testament français rédigé en France va être reconnu valable en Australie. C'est un peu la première difficulté. Alors, la France a quand même une spécificité, comme bon nombre de pays. Elle a signé notamment la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur la forme des dispositions testamentaires. Ça veut dire que cette Convention de La Haye, tous les pays qui l'ont signée vont en fait accepter, donc c'est une convention qui est pour la reconnaissance in favorem des testaments dans le monde. Donc tous les pays qui ont signé cette convention vont considérer que le testament qui est rédigé conformément à la loi du pays dans lequel il est rédigé est valable. Donc, il faudrait aller regarder si l'Australie a validé la convention, donc ratifié la convention de La Haye. Si c'est le cas, j'ai envie de vous dire que n'importe quel testament rédigé en France, qu'il soit holographe, mystique ou authentique, sera reconnu en Australie. Au même titre que comme la France a ratifié cette convention de La Haye, elle va reconnaître valable en la forme n'importe quel type de testament fait en Australie, tant qu'il est fait conformément à la forme australienne, reconnue valable en Australie. Donc, la question de Jean-Jacques, je crois. Oui.
Voilà, donc pour y répondre, il faut d'abord s'assurer que le testament qui est rédigé en Australie, bon, est valable en France, mais ça, s'il a été fait conformément au droit australien, j'ai pas de problème. Mais si jamais il veut faire un testament en France, il faudra d'abord aussi s'assurer que l'Australie a bien ratifié la Convention de la Haye. Je peux vous le dire, la Convention de la Haye sur donc la forme des testaments a été effectivement ratifiée par l'Australie. Hein, je le vérifie en même temps et c'est bien le cas. Donc, un testament rédigé en France selon la forme française serait considéré comme valable par l'autorité australienne en charge de la succession. Après, est-ce qu'on a intérêt à faire donc un testament en France, un testament en Australie? Ça, c'est une question de fond. C'est plus une question de forme. Ça dépend de ce que vous souhaite Jean-Jacques en l'occurrence. En France, on a ce qu'on appelle les problématiques liées à la réserve héréditaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déshériter des enfants. En France, c'est les enfants qui sont réservataires et le conjoint dans certains cas. Ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Il y a beaucoup de pays, alors on va dire majoritairement les pays anglo-saxons, ne mettent pas en place de réserve héréditaire. Il y a d'autres pays qui mettent en place une réserve héréditaire, par exemple, que pour le conjoint survivant. D'autres pays qui mettent en place une réserve héréditaire pour les personnes vulnérables. Par exemple, en Thaïlande, les enfants sont réservataires s'ils sont considérés comme des personnes vulnérables. Ce qui n'est par exemple en France, simplement, les enfants sont réservataires. Ils n'ont pas besoin d'être vulnérables pour l'être. Donc, c'est ça qu'il faut aussi respecter et vérifier. Donc, si Jean-Jacques a des enfants, s'il rédige un testament en France pour les biens situés en France, il faudra d'abord aussi s'assurer de quelle est la loi applicable à sa succession. Si c'est la loi australienne, cette loi va s'appliquer et ne fera pas état de réserve héréditaire. Donc, est-ce que ça correspond à ses souhaits? Si c'est la loi française, et effectivement, on tombera dans le coup du respect de la réserve héréditaire, donc si c'est bien la loi française qui s'applique sur les biens situés en France. Donc tout ça, en fait, amène à ce que je viens d'expliquer, amène à se poser comme question, la question de savoir, surtout avant de rédiger un testament, il faut d'abord déterminer quelle est la loi qui va être applicable à la situation. Et est-ce que cette loi correspond à ce qu'on a envie, ou est-ce que justement la situation internationale permet de choisir une autre loi qui correspondrait mieux à nos volontés? Merci beaucoup. Nathalie demande en fait, résidente en France, enfin un résident en France qui décède en France et qui dispose d'un patrimoine successoral uniquement en France, mais dont les héritiers sont résidents à l'étranger. S'agit-il d'une succession à l'international? Alors, pour ce cas, le défunt est français, les biens sont uniquement situés en France, de ce que j'ai compris, c'est ça? C'est bien ça, oui, absolument. Oui. Et les héritiers ont leur résidence à l'étranger. C'est Alors, ça. normalement, il faut raisonner de la façon suivante. Donc, le notaire en France saisi de la succession de ce défunt va appliquer les règles internationales de droit français. La règle internationale privée qu'applique, c'est le règlement. J'ai un écho. Ouais, le son est un petit peu coupé, c'est bon, on entend de nouveau. Le règlement donc, qui est le règlement européen 650/2012. Il est entré en application. Alors, il est entré en application le 17 août 2015. Donc, tous les décès qui interviennent après le 17 août 2015 sont concernés par ce règlement européen. Ce règlement européen s'applique donc à 25 pays des 27 pays d'Europe, dont la France. Donc, la France va appliquer ce règlement européen. Ce règlement européen nous dit que la succession civile, c'est-à-dire la détermination des héritiers uniquement, se fait donc à l'aune de la loi de la résidence habituelle du défunt. Le défunt, en l'occurrence, avait sa résidence habituelle en France. C'est donc la loi française, loi de la résidence habituelle, qui va s'appliquer à la succession de cette personne. Et donc, ensuite, une fois qu'on a déterminé quelle était la loi applicable, je vais aller regarder dans le contenu du droit français qui sont les héritiers de cette personne. Donc, en l'occurrence, ça peut être le conjoint survivant en concours avec les enfants.
le fait que les enfants résident à l'étranger. Ça va entraîner, alors une fois qu'on a déterminé qui étaient les héritiers grâce au règlement européen, donc là les enfants en l'occurrence, on va aller ensuite pour les questions de fiscalité et éventuellement faire jouer les règles fiscales. Et les règles fiscales sont les suivantes. Le principe en France, c'est que l'article 1750 ter alinéa 1 du Code général des impôts vous dit qu'à partir du moment où le défunt est résident fiscal de France, son patrimoine mondial donc est imposé en France selon les règles fiscales de droit français. Dès lors, il faut regarder donc si les héritiers qui sont résidents à l'étranger vont payer des droits de succession français conformément à la fiscalité française. Le fait qu'ils habitent à l'étranger peut, le cas échéant, entraîner une taxation dans leur pays de résidence. C'est possible. Et donc, il faut aller regarder s'il existe une convention fiscale entre la France et le pays en cause, c'est-à-dire le pays de résidence de l'héritier, pour regarder s'il y a, le cas échéant, une double taxation, c'est-à-dire une taxation en France et une taxation à l'étranger. Et dans ces cas-là, grâce à cette convention fiscale, s'il y a des dispositions mises en œuvre pour gommer cette double taxation. Attention aussi, c'est pas parce qu'il y a, mettons que là, il n'y a pas forcément une taxation qui est générée à l'étranger dans le pays de résidence de l'héritier. Elle peut être uniquement réalisée en France, cette taxation. Il n'en demeure pas moins que cette personne résidente à l'étranger peut avoir à sa charge des obligations déclaratives. Ça peut arriver. Ce n'est pas parce qu'il ne paye pas de taxes qu'il n'est pas obligé de déclarer qu'il a reçu quelque chose en France. C'est par exemple le cas avec les États-Unis. Quand quelqu'un donc reçoit des biens par donation ou succession en France, s'il n'y a pas de double taxation, ce n'est pas toujours le cas, hein, ça dépend de la nature des biens, etc. Mais quand on arrive à une situation dans laquelle les biens ne sont imposés qu'en France, on peut avoir des obligations déclaratives, notamment aux États-Unis, c'est le cas. Et si jamais vous ne déclarez pas que vous avez reçu les biens, vous êtes potentiellement susceptible d'encourir des sanctions aux États-Unis, financières notamment. Et pour le cas où vous revendez le bien après situé en France, là se pose la question de la taxation sur la plus-value. Et le fait de ne pas avoir déclaré ou mal déclaré génère un calcul différent. Donc ça, il faut être vigilant sur ces points-là. Très bien. On a une question de... Je pense que ça va répondre. Oui. Maxime Louis demande, le testament doit-il être traduit officiellement en français et dans la langue du pays de résidence ? Alors, dans le cas où il a fait un testament. Bien sûr, pour ce qui est de sa validité en la forme, on ne va pas forcément. Je vous ai dit tout à l'heure que la France avait ratifié la Convention de La Haye, donc du 5 octobre 1961, sur les dispositions testamentaires, sur la forme des dispositions testamentaires, notamment qui seraient rédigées en langue étrangère, donc conformément à la loi interne du pays dans lequel il est rédigé. Ce testament, la France va le reconnaître valable, même s'il n'est pas rédigé en français. Je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, pour un problème après d'efficacité, c'est-à-dire quand le testament donc, qui est rédigé dans ce pays étranger va devoir produire des effets en France, au moment où on va ramener ce testament en France pour lui faire produire des effets, grâce à l'acte étranger qui a été dressé pour déposer ce testament donc à l'étranger, je vais avoir besoin là d'une traduction. Parce qu'il va bien falloir que le notaire que vous allez charger en France de faire produire des effets à ce testament qui est contenu dans un support étranger, qui est rédigé en langue étrangère, il va falloir qu'il comprenne ce qui est indiqué dans ce testament. Donc il va falloir que tout ça, ça soit traduit. Et que le cas échéant, si ce testament dispose de choses qui sont pas coutumières du droit français, qu'on a du mal à comprendre en droit français, il va falloir que ce testament soit, le cas échéant, donc fasse l'objet d'un acte à l'étranger, par l'autorité qui aura à résoudre de la succession qui a été ouverte à l'étranger, mais également peut-être d'un certificat de coutume, c'est-à-dire d'un certificat qui va expliquer quelles sont les dispositions qui sont prises dans ce testament.
Par exemple, un certificat de coutume pourrait expliquer ce qu'une institution étrangère, un trust par exemple. Le trust, le droit français civilement ne connaît pas de l'institution du trust. Eh bien, quand il y a un testament qui dispose d'un trust, si par exemple ce testament est rédigé en anglais, eh bien, on va peut-être avoir besoin que le juriste du pays dans lequel a été ouverte la succession, par exemple le lawyer britannique, nous explique précisément quelles sont les dispositions qui ont été prises et comment fonctionne ce trust, de façon à ce qu'on puisse adapter, au vu de ce qui a été indiqué dans le testament et de la création de ce trust, donc adapter l'efficacité de ce trust, donc lui donner une efficacité en France également, au vu des notions que connaissent le droit français. Très bien, merci Maître. On a de très nombreuses questions de nos internautes. Françoise, par exemple, demande qui des donations de son vivant d'un donateur résidant en France vers des bénéficiaires résidant à l'étranger, notamment hors UE. Quid des donations de son vivant d'un donateur résidant en France vers des bénéficiaires résidant à l'étranger ou donation. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas de verbe dans cette question, donc j'ai un peu de mal à comprendre le sens. Je pense qu'elle veut faire une donation de son vivant et elle demande comment elle doit procéder. Alors, ça dépend de donation de son vivant. Le problème, c'est qu'il faudrait savoir qu'est-ce qu'elle veut donner. Est-ce que c'est des immeubles? Est-ce que c'est des parts de société? Est-ce que c'est de l'argent? Donc, tout ça, c'est pas analysé forcément de la même façon. Donc, vers des bénéficiaires résidents en UE et vers des bénéficiaires hors UE. Et après, c'est ce que je viens d'expliquer. Il faut regarder, donc déjà, qu'est-ce qu'elle veut donner? Bien immobilier, valeur mobilière, numéraire, ce genre de choses. Et ensuite, en vertu de la nature des biens, déjà, il faut regarder où est-ce que doit être rédigé l'acte. Attention, les donations, on a souvent des équivalents dans bon nombre de pays dans le monde. On a, attention aux donations partage. La donation partage, elle n'est pas forcément reconnue dans tous les pays du monde. Et ça, il faut faire aussi donc attention à ça. C'est pour ça que je rebondis là-dessus tout de suite. Donateur de plus de 80 ans, j'imagine que ça, c'est pour une question relative. Je crois qu'il y a peut-être un amalgame là avec les dispositions de droit français relatives aux donations en numéraire qui bénéficient de l'abattement Sarkozy. Donc, on n'y a pas le droit quand on a plus de 80 ans. Là, la question est trop générale et on ne sait pas ce qu'elle veut donner, donc ça m'est difficile d'y répondre. Il faudra regarder après dans chaque pays où résident les enfants. Alors, si c'est à l'étranger, dans l'UE, par exemple, je dis n'importe quoi, l'Italie, la Hollande, donc quelles sont les dispositions relatives aux conventions fiscales, s'il y en a en matière de donation. Et pareil, donc pour des pays hors UE, quelles seraient les dispositions d'une éventuelle convention fiscale. Quels sont les risques, maître, d'une succession internationale qui n'auraient pas été anticipés? Quels sont les principaux risques qu'on peut mettre en avant? Alors, aujourd'hui, grâce au règlement de succession européen que j'ai évoqué tout à l'heure, on a la possibilité, on a des outils, notamment un choix de loi qui est possible, de façon à essayer d'harmoniser et de n'avoir qu'une seule loi applicable à l'intégralité d'une succession. Pourquoi une seule loi applicable? Parce que c'est plus facile quand on a une seule succession à régler que quand on a plusieurs successions qui doivent être réglées dans différents pays. Je vais vous donner, juste pour que vous compreniez un peu mieux les choses, un exemple. La France, aujourd'hui, applique le règlement succession. Le règlement succession vous dit, donc il est applicable dans 25 pays sur 27 en Europe aujourd'hui. Donc tous les pays d'Europe, sauf le Danemark et l'Irlande. L'avantage de ce règlement succession, c'est qu'il vous dit que c'est la loi de la résidence habituelle du défunt qui s'applique à tous ses biens, où qu'ils se situent, et quels que soient ses biens, c'est-à-dire que ce soit des biens mobiliers ou des biens immobiliers. Donc, ça donne une certaine unicité de la loi applicable, donc ça facilite le règlement de la succession. Vous avez un Français qui a tous ses biens en France, qui a tous ses enfants en France, etc., etc., mais ce Français habite en Espagne, on sait que c'est la loi espagnole qui s'applique à tout. On a un Allemand qui a des enfants en Allemagne et en Italie, dont les biens sont situés en Espagne, au Portugal et en France. Cet Allemand, il habite en Allemagne. On sait que si sa résidence habituelle est en Allemagne, c'est la loi allemande qui s'applique à l'intégralité des biens. Et on n'aura pas
le notaire espagnol qui va s'occuper du transfert des biens de cette personne qui habite en Allemagne, il va bien falloir qu'il fasse des actes pour titrer les héritiers. Eh ben, il va suivre ni plus ni moins ce que lui dit le droit allemand, c'est-à-dire qui sont les héritiers en droit allemand, il va appliquer ça. Et d'ailleurs, on a un outil qui s'appelle le certificat de succession européen qui permet donc, quand un certificat est établi en Europe quelque part, il circule dans toute l'Europe et il dit qui sont les héritiers. Et donc, les autres pays prennent ce certificat pour savoir qui sont les héritiers. Et ça simplifie considérablement les choses. Donc, quand on est dans des pays intra-européens, donc les pays qui ont adopté le règlement, on n'est pas embêté en fait, parce que maintenant on a ces règles qui sont unifiantes et qui nous disent quelle est la loi qui va s'appliquer à la succession. On peut donc éventuellement même améliorer ça en désignant la loi de sa nationalité comme étant la loi applicable à l'intégralité de sa succession. Donc, je reprends mon exemple de tout à l'heure, c'est le Français qui avait tous ses biens en France et ses héritiers en France et qui habite en Italie, ou qui habite en Espagne, dans mon exemple, peu importe, il peut désigner la loi française comme applicable à sa succession. Et là, pas de problème. Le notaire espagnol, donc notaire du pays dans lequel il habite, va dire c'est la loi française qui s'applique à la succession de monsieur ou de madame. Et donc, dans ces cas-là, c'est très simple. Ça simplifie les choses. On a cette unicité de loi qui permet donc un règlement plus facile de la succession. Là où on a des difficultés, c'est quand on est en présence. C'est jamais simple une succession internationale, mais c'est plus simple quand on a des règles unifiées comme ça. Par exemple, avec les pays anglo-saxons, eux, leur élément de rattachement, c'est pas la résidence habituelle. Ça, c'est les pays européens maintenant qui disent c'est résidence habituelle qui détermine la loi applicable. Les pays anglo-saxons, ils vont vous dire, nous, pour la plupart des pays anglo-saxons en tout cas, ils vont vous dire que les immeubles sont gouvernés par la loi du pays dans lequel ils se situent. Et les meubles sont gouvernés par le dernier domicile du défunt, c'est-à-dire la loi du dernier domicile du défunt. Donc là, vous vous rendez compte que ça devient de plus en plus compliqué. Parce que si on a, par exemple, une personne qui réside aux États-Unis, qui a des biens en France, qui a des biens au Maroc, c'est là que ça devient un peu plus compliqué parce que le droit français va vous dire c'est la loi de la résidence habituelle qui s'applique à toute sa succession. Le droit américain va vous dire nous, on n'est pas d'accord avec ça parce qu'on n'a pas signé le règlement européen et pour cause, les États-Unis n'ont pas de raison de signer d'adopter le règlement européen. Donc, dans ces cas-là, le juriste aux États-Unis en charge de la succession va vous dire moi, j'applique mon droit international américain et il va vous dire les immeubles, c'est le lieu de situation et les meubles, c'est le lieu de dernier domicile. Et puis, le droit marocain va vous dire c'est la loi de la nationalité qui est l'élément de rattachement. Donc, tous les biens sont régis par la loi de la nationalité de la personne. Et c'est là que vous voyez qu'on aboutit à une situation qui est extrêmement compliquée parce que les différents pays n'ont pas le même mode de résolution de la succession et donc vont se renvoyer la balle pour un certain nombre de points. Et c'est là qu'on va avoir une succession complexe avec éventuellement plusieurs successions qui vont être ouvertes à différents endroits pour justement qui vont s'appliquer en fait à un certain nombre de biens, mais pas à tout. Donc c'est là que ça devient très compliqué. C'est pour ça qu'il faut essayer d'anticiper tout ça en amont. On anticipe comment ? On anticipe avec les outils qui sont à disposition aujourd'hui des ressortissants des pays européens, notamment donc ce choix de loi qui est possible, qui peut simplifier les choses. Et c'est pareil, c'est du cas par cas à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut regarder votre situation, il faut aller voir votre notaire et lui demander, voilà, moi je suis dans cette situation aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer si je fais rien et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter que ça se passe tel que vous venez de me l'expliquer. Quelles sont les différentes possibilités qu'on a. Alors, je vous dis, on a différentes options. On a les choix de loi, on a d'autres façons. On peut aussi transformer, entre guillemets, des immeubles en meubles en apportant ces immeubles à des sociétés pour éviter d'avoir la loi de situation de l'immeuble qui s'applique. Dans ces cas-là, les meubles ils sont régis dans ces pays anglo-saxons, par exemple, par le dernier domicile du défunt. Donc, on peut aboutir à une unicité grâce à ça également.
Très bien. On a bien entendu, et c'est logique, votre recommandation de contacter un notaire finalement pour anticiper et pas se retrouver une fois la situation malheureusement arrivée. Fabrice demande est-ce qu'il y a des process qui ont été mis en place de digitalisation, puisque certains de nos lecteurs sont, je ne sais pas où est Fabrice, mais enfin ils sont loin à l'étranger, de façon à pouvoir faire les démarches depuis l'étranger. Alors, oui. Vous pouvez, donc l'important, moi ce que je dis toujours, c'est qu'il faut essayer de travailler en réseau. Quand on est dans une situation internationale, il faut que vous ayez, donc en fonction des pays dans lesquels vous avez des biens, ou des pays dans lesquels sont éventuellement établis vos héritiers, il faut que vous ayez un réseau de personnes. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez dans chaque pays un conseil qui manipule et qui soit quand même spécialiste du droit international. On ne peut pas, c'est un généraliste, va quand même avoir des difficultés à vous apporter des réponses sur ces questions. Il peut le faire, bien évidemment, mais ça va lui demander beaucoup plus de travail et beaucoup plus de recherche. Et c'est à chaque fois, pour chaque dossier, beaucoup, beaucoup de recherche. Donc, il faut, je pense… Ah, on vous a perdu un instant, Frédéric. J'espère que on va retrouver la connexion. Ouais, pour l'instant, on a un petit souci avec notre expert. Certainement un petit problème de réseau passager. On a déjà eu, vous l'avez remarqué, j'en suis désolé, ce qui nous a causé un retard. J'espère qu'on va pouvoir retrouver Frédéric Varin, dont les explications sont extrêmement claires sur ces thèmes. Vous êtes très nombreux aujourd'hui à avoir rejoint le webinaire. On est plus de 216 là actuellement. Donc, c'est vraiment beaucoup de monde et vous avez posé de nombreuses questions. On ne pourra pas répondre peut-être à toutes en même temps aujourd'hui en aussi peu de temps, surtout si on a ces petits problèmes techniques. Mais voilà, je vais essayer de le réinviter évidemment pour qu'on le retrouve vite. Mais en tous les cas, on y répondra ultérieurement. Et on essaiera évidemment de pouvoir répondre à chacun d'entre vous. Alors, ce qui est très important, c'est aussi vous aurez la possibilité de voir ce webinaire en replay. Voilà, la connexion avait sauté, on vous retrouve heureusement. Parfait, très bien. Vous m'entendez à nouveau? Oui, très bien. Merci beaucoup. Alors, je disais, le conseil principal pour l'instant, c'est entourez-vous dans chaque pays de personnes spécialisées en droit international et mettez en relation ces personnes. Par expérience, on aboutit vraiment à des situations qui peuvent être catastrophiques quand chacun fait son petit business de son côté. Ça peut être vraiment catastrophique. Exemple, si je donne le conseil à quelqu'un qui a une nationalité étrangère de faire un choix de loi en France au profit de sa nationalité, et qu'après, donc ça se fait par un testament, un choix de loi, c'est dans une disposition testamentaire que le choix doit être réalisé. Donc en France, moi, je vais lui faire un testament dans lequel il va désigner la loi de sa nationalité applicable. Si après, il va dans le pays dont il a la nationalité pour organiser la transmission de son patrimoine dans un nouveau testament et que le juriste du pays dans lequel il rédige ce testament ne connaît pas la possibilité de faire un choix de loi et commence le testament, comme beaucoup de testaments commencent d'ailleurs, par la phrase « je révoque toute disposition testamentaire antérieure », en faisant ça, il révoque le choix de loi qu'il vient de faire chez moi. Donc là, on aboutit par excellence à une ineptie complète, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui est mise en place et simplement parce que la deuxième personne qui est contactée dans le cadre de cette stratégie n'est pas au courant ou ne comprend pas les choses, on aboutit, on met tout à plat, on fait tomber la stratégie qu'on était en train d'ériger, ce qui est complètement idiot. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Donc ça, c'était donc la première réponse, elle est là, c'est créez-vous une connexion de personnes qui soient compétentes et mettez-les en relation de façon à ce que la stratégie soit déterminée globalement et pas par chacun dans son côté.
le droit international, ce n'est pas des vases qui sont étanches et qui ne communiquent pas entre eux. Ne pensez pas que ce que vous faites dans un pays n'est valable que pour le pays dans lequel vous le faites, et ce que vous faites dans un autre pays n'est valable que pour ce pays. C'est une erreur qui est très grave, cela. Ça communique sur le plan civil et ça communique aussi énormément sur le plan fiscal. C'est-à-dire ce que vous faites dans un pays a des implications la plupart du temps fiscalement dans un autre pays. On a plusieurs questions pour savoir où trouver justement ces experts dont vous faites partie, qui sont spécialisés, certains vous-même ou certains de vos confrères. On a notamment Philippe qui dit « Mon notaire ne sait pas me conseiller pour une succession internationale. Pouvez-vous nous dire où trouver une liste de notaires qualifiés ?» Est-ce que vous avez cette information peut-être? Alors, vous pouvez donc contacter le Conseil supérieur du notariat qui normalement sera en mesure de vous mettre en relation avec un notaire donc, qui soit en fonction des éléments en présence, c'est-à-dire des éventuels pays en cause, a plus d'expérience, par exemple, sur ces pays-là que d'autres. On a des notaires, notamment, qui ont des compétences linguistiques qui sont intéressantes quand on est dans le cadre d'une succession internationale. Alors, qui ont une compétence certaine en matière de droit international privé, et c'est ce qu'il faut d'abord privilégier, et qui, en plus, ont la pratique d'une langue je vois, j'ai une consoeur turque qui est française, mais qui a la nationalité turque également, qui va donc être capable, pour une succession franco-turque, par exemple, de vous mettre en relation avec les bonnes personnes en Turquie et elle d'appréhender sur le sol français donc toutes rendre efficaces les actes qui pourraient être reçus en Turquie et échanger très facilement avec les confrères turcs parce qu'elle a cette pratique de la langue turque qui est un certain avantage. Voilà. Vous avez la même chose qui existe certainement. Beaucoup de notaires frontaliers ont une grande pratique de ces successions internationales, notamment pour tous les confrères qui sont basés sur la frontière avec la Belgique, avec l'Allemagne, avec la Suisse, avec l'Italie. Ils ont souvent donc de nombreux cas chaque année à régler et je pense que la plupart d'entre eux sont forcément plus compétents pour répondre à ces questions que c'est un exemple, un notaire breton aura certainement plus de mal à vous renseigner sur des questions relatives au droit suisse qu'un notaire qui serait établi, par exemple, à Annecy. Voilà. Justement, donc certains de nos internautes aujourd'hui sont de futurs expatriés, ne sont pas encore forcément partis. Qu'est-ce que vous conseillez? Vous conseillez de réaliser le testament avant le départ ou plutôt pendant son expatriation? Alors, je pense que avant de s'expatrier, il est quand même préférable de faire un point d'étape, c'est-à-dire prenez rendez-vous chez votre notaire et demandez-lui justement, bon voilà, donc je vais m'expatrier, voilà notre situation, on va garder des biens en France, non, on va tout vendre en France, on va aller dans tel pays, qu'est-ce qu'on va faire là-bas, est-ce qu'on va y rester, est-ce que c'est juste pour, dans le cadre d'un contrat d'expatriation, est-ce qu'on veut s'y installer définitivement, durablement? Est-ce qu'on a des enfants? Est-ce qu'on n'a pas d'enfants? Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont jeunes? Est-ce qu'ils suivent? Est-ce qu'eux, ils restent faire des études en France? Donc, déjà, poser un peu le projet face donc, à votre conseil. Et il va pouvoir déjà vous donner un certain nombre d'indications, vous dire ce à quoi il faut faire attention, effectivement, ce qu'il faut privilégier, éviter. Déjà, c'est une première chose. Et puis après, une fois qu'ils sont là-bas, je pense qu'il faut garder le lien avec eux et qu'ils vous fassent part de l'évolution de la situation. Parce que moi, je suis amené à suivre pas mal de personnes expatriées. On s'aperçoit que les souhaits du début ou les plans du début ne sont pas forcément ce qui se passe au bout de 2 ou 3 ans, arrivé dans le pays. Malheureusement, je vois aussi des gens qui divorcent, qui partent en couple, qui, au bout d'un moment, arrivés là-bas, malheureusement, divorcent. Je vois des gens qui reviennent, donc qui s'impatrient, comme on dit, au lieu de s'expatrier. Et ça crée des changements dans les situations. Par exemple, notamment pour les gens qui constituent des trusts à l'étranger. Ben, j'ai envie de vous dire, le trust, faut faire attention avec le trust. Pourquoi? Le trust dans les pays anglo-saxons et notamment aux États-Unis permet d'éviter la procédure du probate.
Donc, bon nombre d'avocats américains une fois que vous allez être expatrié aux États-Unis, il y a beaucoup de Français qui s'expatrient aux États-Unis, c'est aussi pour ça que je prends cet exemple, vont vous conseiller de faire un trust en vous disant, comme ça évitera de passer par la procédure du probate, qui est une procédure très longue et très coûteuse aux États-Unis. Ce trust, pourquoi pas, mais attention, le trust, il peut avoir des implications en France, notamment il y a des obligations déclaratives qui découlent de la création d'un trust quand vous avez donc le constituant ou l'administrateur du trust, le trustee, qui est résident français. Et également, donc, au moment de la succession, on peut y avoir des conséquences qui sont catastrophiques. C'est qu'on peut se retrouver avec des personnes taxées à 60% alors qu'elles devraient, par exemple, être exonérées selon la façon dont est rédigé le trust. Ce trust, par exemple, tant que vous avez tout aux États-Unis, plus rien en France, tout le monde habite là-bas, les bénéficiaires sont aux États-Unis, le trustee est aux États-Unis, le constituant est aux États-Unis, tous les biens sont aux États-Unis, tout ce qui est mis dans le trust est aux États-Unis. J'ai envie de vous dire, aucun problème avec la France. On n'est pas embêté, pas d'obligation déclarative, pas de risque de taxation délicat. Mais imaginez, vous vous installez aux États-Unis et au bout de 5 ans, finalement, vous vous apercevez que l'Eldorado que vous pensiez que c'était, c'est malheureusement pas le cas, et vous revenez vous installer en France. Ce trust, il perdure pour X ou Y raison. Mais attention, parce que du coup, le fait maintenant que mon constituant du trust devienne résident fiscal de France, j'ai tout un tas d'obligations déclaratives et potentiellement de la fiscalité qui va être applicable au moment de la succession. Donc, vous voyez, ces choses-là, et c'est pour ça qu'il faut prendre contact avant de partir, mais il faut aussi prendre contact pendant qu'on est à l'étranger et éventuellement toujours garder le contact pendant qu'on est là-bas et reprendre contact quand on revient en France, si jamais on revient en France. Ou qu'un de nos héritiers revient en France quand on part, par exemple, avec des enfants jeunes qui sont au collège ou au lycée et qui vont revenir après faire des études en France. Attention à ça, parce que chaque fois qu'on passe une frontière, qu'un bien passe une frontière, etc., ou qu'un héritier potentiel passe une frontière, on génère éventuellement de nouvelles questions et de nouveaux points à régler. Merci Nathalie, qui est basée en Allemagne et qui malheureusement vient de perdre sa maman. Donc, avec sa sœur, elles vont hériter d'une maison en France dont le père garde l'usufruit. Elles résident toutes les deux sœurs en Allemagne. Elles demandent, devons-nous payer des frais de succession en Allemagne en plus de la France? Et faut-il déclarer cet héritage en Allemagne? Alors, j'ai pas eu juste le début de votre question. Pardon. En fait, c'est deux sœurs qui sont en Allemagne, qui viennent de perdre leur mère et qui héritent d'une maison en France dont le papa est à l'usufruit. Et elles demandent si en fait elles doivent déclarer l'héritage en Allemagne, puisque le bien est en France, et si elles doivent payer des frais de succession aussi en Allemagne. Alors, et ça, il faut justement donc payer des droits de succession en France, ça c'est oui, la réponse elle est très claire, il n'y a aucun problème avec ça. Et après, pour ce qui est donc de la fiscalité potentielle de ce qui est perçu en France par ces dames qui sont résidentes fiscales d'Allemagne, donc il faudrait donc regarder la convention fiscale qui existe entre la France et l'Allemagne. Il y a une convention fiscale donc en matière de succession, pour s'y reporter et voir donc en fonction de la nature des biens dont elles héritent, là c'est un bien immobilier, où est-ce que ces biens sont taxables, s'ils sont taxables uniquement en France ou s'ils le sont également en Allemagne. Je crois de mémoire que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'ils sont taxables uniquement en France, qu'il n'y a pas de fiscalité due en Allemagne à ce titre. Attention, il faut vérifier ce point, je vous dis, c'est juste, je pense que ce n'est pas le cas, mais il faut aller absolument vérifier ce point dans la convention fiscale franco-allemande qui existe. Alors, on a plusieurs internautes qui s'interrogent un peu sur ce point. Vous allez pouvoir nous éclairer. Je prends par exemple Gérard qui nous dit, pouvez-vous développer les relations entre les règles juridiques et les règles fiscales? Quel est le droit qui prévaut entre le droit successoral et la fiscalité? Je vous laisse la parole. Il n'y a pas de droit qui prévaut. C'est-à-dire qu'on applique le droit civil pour déterminer qui sont les héritiers. Et une fois que j'ai déterminé les héritiers, j'applique le droit fiscal pour savoir comment ils sont taxés. Donc, ce n'est pas une question d'un droit qui prévaut sur l'autre. Je prends juste un tout petit exemple pour que vous compreniez peut-être un peu plus facilement.
En droit français, on va prendre l'exemple d'un monsieur qui aurait 2 enfants et qui serait en concubinage avec une dame qui n'est pas la mère de ses enfants. Si j'applique le droit civil français, les enfants, ils sont réservataires. C'est-à-dire que quelques dispositions testamentaires que prend ce monsieur, il faut absolument que chacun des enfants récupère un tiers du patrimoine de cette personne. Donc, là, ça veut dire que si ce monsieur veut faire un legs au profit de cette dame, qui est sa nouvelle concubine et qui n'a pas de lien avec les enfants, le legs, il est forcément sujet potentiellement à une action en réduction des enfants. S'il laisse tout à cette dame, les enfants ont le droit de dire « Madame, vous devez nous payer en valeur un tiers chacun du patrimoine de notre papa ». Voilà, ça c'est parce que c'est le droit français qui s'applique comme ça. Donc, après, quand j'applique la fiscalité française, eh ben, je vais regarder ça et madame, eh ben, elle va payer les droits qui sont dus par quelqu'un qui est un concubin, alors paxé ou pas paxé, on verra en fonction de ce qui avait été fait. S'il n'y avait pas eu de pax mis en place, ben, cette dame, elle va devoir payer 60% sur ce qu'elle touche. Et les enfants, ils vont payer donc la fiscalité applicable en France sur le tiers qu'ils récupèrent chacun. Imaginons que c'est une autre loi qui s'applique, une loi étrangère d'un pays dans lequel il n'y a pas de réserve héréditaire. Dans ces cas-là, le legs que fait ce monsieur au profit de cette dame, qui est sa concubine, il prend effet complètement. Il n'y a pas de réserve héréditaire. Ça veut dire que les enfants sont évincés. Grâce à cette loi étrangère, les enfants sont évincés de la succession de monsieur. Et après, une fois que je sais que, parce que cette loi étrangère nous dit que c'est madame qui hérite et qu'il n'y a pas d'héritier réservataire, je vais appliquer la fiscalité. Donc, je vais appliquer à l'intégralité de ce que madame reçoit, la fiscalité éventuellement française si elle est applicable, en vertu des articles du Code général des impôts. Et là, elle va payer, par exemple, 60% de droits de mutation sur la totalité du patrimoine de monsieur. Donc, il faut bien, étape numéro 1, je détermine les héritiers grâce au droit civil. Donc, en fonction de la loi applicable, c'est la loi française, la loi étrangère. Donc, avec ça, je détermine mes héritiers. Une fois que j'ai déterminé mes héritiers, j'applique la fiscalité applicable donc, à ces héritiers en fonction du lien de parenté qu'ils ont avec la personne. Merci. Maxime demande, mes enfants sont singapouriens. Est-ce que le testament rédigé en France pour mes biens en France sera applicable pour des personnes non françaises? Alors, donc, le testament rédigé en France pour les biens situés en France. Il faut regarder, donc, Il a Singapour. Oui, les enfants sont à Singapour, mais Ils monsieur sont est résident. singapouriens. Oui, mais monsieur, c'est important, c'est le défunt. Alors, Est-ce je que pense qu'il est le français. rédigé en France pour les biens situés en France sera applicable pour des personnes non françaises? Sans savoir où cette personne, où le testateur, c'est-à-dire le potentiel défunt réside, c'est difficile de répondre à cette question. Parce que selon la loi applicable à la succession de cette personne, ben, le juriste qui va être chargé de les règlements de la succession de cette personne va devoir analyser les testaments réalisés en France. Exemple, ce monsieur qui nous écrit, Maxime, imaginons s'il est résident en France, il habite en France, ben, moi je vais vous dire que c'est la loi de la résidence habituelle du défunt qui s'applique. Donc c'est bien la loi française qui s'applique à tout ça. Donc moi, les testaments rédigés en France, conformément au droit français, ils sont valables en la forme. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Donc, que les enfants soient singapouriens ou pas, pour moi, chargé de régler la succession de ce monsieur, parce que c'est la loi française applicable à sa succession et qu'on est en France et que ses enfants sont venus me saisir pour régler sa succession, oui, je vais valider l'application de ces testaments. Par contre, imaginons ce monsieur, Maxime Louis, il est pas résident, sa résidence habituelle n'est pas en France. Elle est dans un pays qui n'a pas, mettons, ratifié la Convention de la Haye sur la forme des testaments, qui n'a pas, par exemple, ratifié non plus une autre convention qui s'appelle la Convention de Washington. Imaginons que Maxime Louis ait fait des testaments holographes en France et que le pays dans lequel il est, dont la loi est applicable,
ne reconnaît pas valable en la forme des testaments holographes, bah, j'ai envie de vous dire que le testament qu'il a rédigé en France ne va pas être reconnu par l'autorité compétente en charge de sa succession. D'accord, mais ça Ça ne dépend pas de la pas vraiment nationalité de ses enfants. ça dépend pas vraiment de la nationalité des enfants, ça dépend plutôt de quelle loi va être applicable à sa succession et à l'aune de quelle loi on va regarder la validité du testament. D'accord, très bien. Merci. Alors, on aborde le dernier quart d'heure, peut-être les dernières 20 minutes du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous rappelle il sera visible évidemment en replay, puis qu'on va essayer de répondre. Il y a eu beaucoup de questions, donc on ne pourra pas répondre à tout le monde en live, mais je pense que les explications de Maître Varin sont très claires et répondent à beaucoup d'entre vous. On essaiera de le faire de toute façon après ce webinaire. Je vais prendre une question de Michael qui est basé en Roumanie, à Bucarest, et qui dit: quand le patrimoine est dans le nom d'une entreprise et pas en nom propre, sous quelle forme mes héritiers en seront bénéficiaires? Donc, lui est basé, résident en Roumanie. Alors, quand une personne donc, est propriétaire de parts de société, c'est les parts de cette société qui sont dans son patrimoine. Donc, après, que la société soit propriétaire d'immeubles, c'est une autre chose. Ça veut donc dire que dans le patrimoine du défunt, je ne vais pas retrouver l'immeuble, je vais retrouver les parts de la société. Donc, dans ces cas-là, eh ben, toujours même question, ce n'est pas une question que ce soit un immeuble ou des parts qui soient dans le patrimoine du défunt. Il faut d'abord rechercher quelle est la loi applicable à cette succession. Donc, là, c'était en rapport avec la Roumanie, hein, c'est bien ça? Oui, c'est Non? ça, absolument, avec la Roumanie. Voilà. Il est à Bucarest, Je ne vois Michael. pas la question, d'accord. Donc, la société, c'est donc la Roumanie fait partie des 25 États européens qui ont adopté le règlement succession. Donc, en fonction de la résidence habituelle du défunt, la Roumanie et la France vont avoir la même mode de résolution. C'est-à-dire que si cette personne, le défunt est résident habituel en France, c'est la loi française qui va s'appliquer à la succession du défunt. Les héritiers vont être déterminés conformément à la loi française et ils vont hériter des parts de société que possède le défunt dans cette société implantée en Roumanie ou de la société implantée en France. C'est pareil, ça ne change rien. Si cette personne, le potentiel défunt, est résident à sa résidence habituelle en Roumanie, c'est le droit roumain qui va être applicable. Donc, le droit roumain va s'appliquer pour déterminer qui sont les héritiers de ce défunt, conformément au droit roumain, et donc ces héritiers, en quelle proportion ils héritent des parts de société qui sont dans le patrimoine du défunt. On a une question de Jocelyne, qui est une Française basée au Royaume-Uni et qui demande si le Brexit va changer quelque chose sur la loi successorale, en fait, entre la France et la Grande-Bretagne. Alors, pour l'instant, vous savez que l'accord sur le Brexit n'est pas encore intervenu. Je crois qu'on est dans la dernière ligne droite. Et donc, j'ai pas j'ai pas je suis pas dans les petits papiers de Boris Johnson ou de la Commission européenne, en tout cas à ce sujet. Et donc, j'ai pas d'informations à ce sujet. Je ne peux pas savoir pour l'instant. Je pense que peut-être, j'ose imaginer que sur le plan civil, il n'y a pas de raison que ça change grand-chose. C'est-à-dire que de toute façon, l'Angleterre n'avait pas, on va dire, adopté le règlement européen sur les successions. Faisait partie, quand on était encore à l'Europe des 28, sur les trois pays qui, donc Irlande, Danemark et Royaume-Uni, étaient les trois pays qui n'avaient pas adopté le règlement européen sur les successions. Ils conservaient donc l'application de leurs règles de conflit en droit international qui leur sont propres, qui sont donc celles que j'ai édictées tout à l'heure, lieu de situation pour les immeubles et et loi de dernier domicile du défunt pour les meubles. Je pense que ça ne changera pas. Ce n'est que mon avis, attention, hein, j'en sais rien, et je pense que ça ne changera pas. Après, éventuellement, en matière fiscale, donc il y a une convention en matière de donation et de succession qui existe entre la France et le Royaume-Uni. J'imagine qu'elle va continuer à s'appliquer. En tout cas, à l'heure actuelle, elle est en vigueur. Alors,
Est-ce que le Brexit va entraîner une dénonciation de cette convention? Il y avait une convention fiscale, par exemple, hein, avec la Suisse qui a été dénoncée en 2015 de mémoire. Donc, c'est pas parce que ces conventions existent qu'elles sont indénonçables, la preuve. Je ne pense pas que cette convention soit dénoncée, mais avec le Brexit, peut-être qu'elle le sera, je ne sais pas. Voilà. Parce qu'on a parlé justement de l'importance de rédiger un testament quand on est en expatriation, comment se déroule la rédaction d'un testament auprès d'un notaire et comment finalement bien préparer ce rendez-vous? Alors, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Il faut déterminer, en fait, avec votre notaire, si vous venez voir un notaire en France pour rédiger ce testament, il va falloir que ce notaire donc, fasse un peu une analyse de la situation. C'est-à-dire qu'en fonction du pays dans lequel vous allez vous expatrier, on ne va pas forcément avoir la même attitude. C'est-à-dire que moi, quand je suis confronté à cette situation, je vais toujours vous demander où est-ce que vous allez. Et en fonction d'où vous allez, je vais aller regarder déjà euh, quelle convention internationale ce pays a ratifié. La France, je vous l'ai dit, a ratifié la Convention de la Haye sur les dispositions testamentaires, sur la forme des dispositions testamentaires. Ça veut donc dire que je sais que la France va accepter n'importe quelle disposition testamentaire rédigée conformément au droit interne de n'importe quel pays du monde. C'est déjà, on va dire, on sait que la France est assez favorable à la reconnaissance des testaments que vous allez rédiger. Ensuite, la France a aussi ratifié la Convention de Washington sur les testaments internationaux. Ça veut dire que en présence d'un pays qui a ratifié l'une de ces deux conventions, j'ai envie de vous dire qu'on a un grand choix de testaments qui est possible. On peut rédiger un testament en France à la française, un testament holographe, un testament authentique, un testament mystique. On peut aussi rédiger ce testament, il sera reconnu dans le pays d'en face si ce pays a ratifié la Convention de la Haye. Si jamais ce pays n'a pas ratifié la Convention de la Haye, là, il faut se poser plus de questions. Il faut aller voir si par hasard il aurait ratifié la Convention de Washington sur les testaments internationaux. Si c'est le cas, à ce moment-là, je vais plutôt proposer à mes clients de ne pas faire un testament holographe ou un testament authentique ou un testament mystique, testament de droit français, mais je vais leur proposer de faire plutôt un testament international. Parce que je sais que le pays en face, ayant ratifié la Convention de Washington sur les testaments internationaux, va accepter mon testament international. Si ce pays en face n'a ni rédigé, ni ratifié la Convention de la Haye sur la forme testamentaire, ni la Convention de Washington sur les testaments internationaux, là, mon conseil il va être différent. Il va peut-être être de dire, allez donc rédiger votre testament dans ce pays, parce qu'au moins votre testament il va être valable dans ce pays. Mais comme la France a ratifié la Convention de la Haye sur la forme des testaments, du coup, on va être sûr que comme votre testament est rédigé conformément au droit local du pays dans lequel vous vous implantez, la France va le reconnaître comme valable. Et donc, votre testament va être valable dans les deux pays. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse miracle à ça. Il faut, en fonction du pays dans lequel vous envisagez de vous établir, procéder à l'analyse que je viens de vous résumer. Si on ne fait pas de testament, quelle est la loi applicable par défaut? Y a-t-il des bénéficiaires qui sont désignés par défaut, justement? Alors, si on ne fait pas de testament, justement, donc quand on est en présence de pays qui font partie des 25 pays d'Europe ayant adopté le règlement européen, je n'ai pas vraiment de difficulté, parce que là, sans avoir fait de testament, c'est l'article 21 du règlement qui s'applique, qui nous dit que c'est la résidence habituelle qui est, donc, détermine la loi applicable à l'intégralité du bien dépendant de succession. Ça veut dire, dans ces cas-là, c'est la loi habituelle qui s'applique pour tous les biens que possède cette personne. Attention, pour déterminer ses héritiers uniquement. Donc là, c'est avec des 25 pays d'Europe, les pays en prison sont peut-être la même règle qui s'applique. Donc, on ne va pas avoir de problème de règles qui veulent en contradiction. Avec des pays hors Europe, des 25, du règlement succession. Dans ces cas-là, il faut aller dans le droit d'un pays
pour analyser quelle est la règle. Par exemple, avec l'Angleterre, pour revenir sur la question précédente, je vous ai dit précédemment que leur règle, c'était de dire que les immeubles étaient soumis à la loi de leur situation, tandis que les meubles étaient soumis à la loi des derniers domiciles du défunt. Donc, là, on va avoir éventuellement un renvoi qui va s'opérer. Quand j'ai une personne qui mettons un Anglais qui a acheté une maison en France, il y a aussi des biens immobiliers en Angleterre et des comptes en banque dans les deux pays. Cette résidence habituelle est en Angleterre et la loi britannique qui applique à toute la succession. Mais la loi britannique va nous dire, moi je ne suis pas d'accord avec cette règle, je vais signer le règlement européen. Ils vont nous dire, j'applique les propres règles des droits internationaux. Donc, pour l'immeuble situé en France, je renvoie à la loi française. Il va donc falloir ouvrir une succession française en France concernant uniquement cet immeuble situé en France. Et le droit britannique va dire que pour tout reste, c'est-à-dire les meubles, c'est les comptes en banque donc du défunt qu'il possède soit en France ou en Angleterre, ils sont soumis à la loi de dernier domicile du défunt, c'est-à-dire la loi britannique. Donc vous allez avoir la loi britannique qui va s'appliquer à l'immeuble situé en Angleterre et à tous les comptes en banque où qu'ils se trouvent, et vous allez avoir la loi française qui va s'appliquer à l'immeuble situé en France. Ça, c'est un exemple avec l'Angleterre. Si je prends un autre exemple, c'est par exemple avec des pays qui ont comme système la loi de la nationalité. Alors, pays qui ont comme système la loi de la nationalité, on a par exemple souvent les pays d'Amérique latine. Ben, eux, ils vont vous dire, la personne donc qui est, on va dire, alors brésilienne, Brésil, je suis quasiment sûr de mon coup, je vais vérifier tout de suite quand même, mais je crois que c'est loi nationale. Donc la personne qui est brésilienne, je vous le dis tout de suite, Brésil. Non, c'est dernière résidence, j'ai pas de chance. Alors, l'Argentine peut-être, non plus. Bon, alors on va prendre un autre exemple. On va prendre un exemple avec le Bahreïn, par exemple. Le Bahreïn vous dit que eux, leur élément de rattachement, c'est la loi de la nationalité de la personne. Donc, je vais avoir une personne de nationalité bahreïnie qui est installée au Bahreïn, qui a des biens immobiliers en France et des biens mobiliers en France, c'est-à-dire compte en banque, par exemple, et pareil au Bahreïn. Ben moi, la loi française va vous dire c'est la loi de résidence habituelle qui s'applique. Donc, on envoie tous les biens sont régis pour déterminer les héritiers par la loi bahreïnie. La loi bahreïnie vous dit, nous, c'est la loi de la nationalité de la personne qui s'applique. Donc, si la personne, le défunt installé au Bahreïn est bien de nationalité bahreïnie, il n'y a aucune difficulté. C'est la loi bahreïnie qui va s'appliquer à l'intégralité de la succession pour déterminer les héritiers. Par contre, si la personne était française, dans ces cas-là, la loi bahreïnie va renvoyer la compétence pour tout à la loi française. Et la loi française va accepter, et donc la succession des héritiers de cette personne vont être déterminés à l'aune de la loi française. C'est des exemples que je vous donne pour vous montrer qu'en fonction des pays, on n'a pas forcément les mêmes choses qui se passent. Alors, votre micro est coupé. Hervé. Tu as raison. J'avais coupé le micro parce que ça faisait un peu d'écho. Merci. On va aborder les deux petites dernières questions et puis on clôturera ce webinaire. On a Ghislaine qui est française résidente en Espagne. Qui a 2 enfants qui ont la double nationalité. Un réside en France, l'autre réside en Espagne. Auront-ils la même fiscalité sur leur succession? Alors non, pas forcément. Il faut regarder on a une convention fiscale avec l'Espagne, ça il faut le vérifier aussi. Donc pour la détermination des héritiers, conformément ça se détermine conformément au droit civil. Conformément au droit civil, c'est la France et l'Espagne ont signé le règlement succession, donc ont adopté le règlement succession, j'ai pas de difficulté avec ça. C'est la loi de résidence habituelle du défunt qui s'applique. Donc si Ghislaine est établie
de façon habituelle en France, c'est bien la loi française qui va déterminer les héritiers de Ghislaine. Ensuite, avec l'Espagne, j'ai une convention fiscale en matière de succession qui date du 8 janvier 1963 qui a été signée. Donc, il faut aller dans cette convention fiscale, regarder comment sont imposés les biens. Et du coup, s'il n'y a que des biens en France, donc on va regarder donc comment sont imposés les biens et où est-ce qu'ils sont taxés. Il faut regarder dans la convention fiscale pour cela. Hein. Donc, il faudrait faire une étude de cette convention fiscale pour pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une façon d'optimiser au mieux la fiscalité successorale ou finalement c'est un peu au cas par cas? Ah, on a perdu Maître Varin. L'image s'est figée. J'espère qu'on va pouvoir le retrouver dans un petit instant. On allait aborder la fin du webinaire. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions. Comme je le disais, le webinaire sera disponible en replay dans quelques instants, une fois qu'on l'aura clôturé. Il y aura également un article dans le petitjournal.com demain qui reprendra certains de ces éléments. Et puis, on va faire en sorte avec notre expert, notre notaire et le Conseil supérieur du notariat de pouvoir répondre à toutes les questions auxquelles on n'aura pas encore répondu, même si je pense que vous l'avez bien compris, ce qui ressort de cette intervention et de ce webinaire, c'est vraiment la nécessité d'anticiper et de se préparer et de consulter, d'avoir un conseil qui puisse vous aider en amont voilà, je vais rappeler Frédéric Varin. J'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre de façon, comme je le disais, donc à pouvoir préparer au mieux sa succession, parce qu'on le voit, c'est quand même un sujet complexe. Voilà, bon, vous avez perdu un petit instant. J'espère qu'on va aborder la dernière question avant de clôturer le webinaire. Alors, je disais, en matière de fiscalité, il faut comprendre que la plupart du temps, l'expatriation ou créer une situation internationale est plutôt, on va dire, aggravant en termes de fiscalité plutôt que soulageant. C'est-à-dire que il ne faut pas penser qu'on s'expatrie pour faire des économies d'impôts. En général, ça ne marche pas. Alors, sauf sur des montages très complexes qui sont en plus la plupart du temps frauduleux. Donc, mais ça, je ferai absolument, j'y connais rien et je ne fais pas de conseils sur ce type de montages qui sont risqués et qui sont dangereux. Qui pourrait en plus s'apparenter de la fraude fiscale. Donc, il faut faire très attention à ça. Et c'est d'une façon générale, quand on crée une situation internationale, que ça soit en matière de donation, de succession, ou que ça soit en matière d'imposition sur le revenu ou d'imposition sur la fortune, on a plutôt une situation qui est fiscalement aggravée. Alors, il existe beaucoup de conventions fiscales avec la France et des différents pays qui permettent justement d'éviter la double imposition ou de limiter, en tout cas, de limiter l'impact de celle-ci. Ce qu'il faut par contre toujours retenir, c'est qu'on peut, quand ces conventions existent, on peut imputer deux impôts de même nature l'un sur l'autre grâce aux articles de ces conventions. Alors attention, elles sont toutes différentes. Il n'y en a pas une qui... alors elles ont un squelette qui peut être identique, mais elles ne disposent pas toutes des mêmes dispositifs. Donc, il faut toujours quand même vous faire assister d'un avocat fiscaliste, d'un notaire spécialisé dans ces matières et dans ces questions, pour être bien sûr donc de qu'est-ce que vous devez faire et ne pas risquer donc de tomber dans des pièges ou d'oublier certaines déclarations qui pourraient faire que vous aurez un certain nombre de reprises de l'administration fiscale, ce qui serait quand même très embêtant. Parfait. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Maître. Je vais vous laisser peut-être dire quelques mots de conclusion avant de remercier tous nos internautes, nos nombreux internautes. T'es plus de 300 aujourd'hui en live. Vous allez bientôt recevoir un email pour pouvoir visionner le replay ou le faire connaître à d'autres personnes qui n'auront pas pu assister en direct à cette conférence extrêmement intéressante. Maître, je vous laisse un mot de la fin, peut-être sur ce qu'il faut retenir pour gérer au mieux sa succession internationale.
Mais ce qu'il faut retenir pour votre situation internationale et votre situation internationale, c'est qu'il faut absolument vous faire conseiller et donc prendre contact, alors soit avec votre notaire, et essayer de créer, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, un réseau, c'est-à-dire mettre en relation les différentes personnes sur les différents pays qui travaillent avec vous et qui vont s'occuper donc de vous conseiller pour gérer au mieux la transmission de vos biens. C'est important, tant sur le plan civil que sur le plan fiscal. Quand ce n'est pas anticipé, on arrive vraiment, je vous dis, à des catastrophes. Moi, j'ai vu des choses qui sont vraiment dramatiques. Il faut, alors qu'on a des fois la possibilité vraiment de vous apporter satisfaction et de réussir à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, il faut vraiment faire cet effort en amont. Attention, il n'existe pas. Moi, je vois trop souvent des gens qui nous consultent aussi par mail avec des questions très générales, très vastes, qui pensent que on peut répondre à ça en 3 lignes. Non, c'est compliqué. De toute façon, je pense que nos expatriés le savent très bien. Ils ont du mal à obtenir des réponses parce que c'est une matière très complexe et qui demande du travail et beaucoup de recherche. Donc, il faut. Mais attention parce que c'est du travail, c'est de la recherche, ça engendre des coûts, j'en suis conscient, mais ça peut aussi donc générer beaucoup d'économies quand c'est fait correctement. Donc je crois que quand on part s'expatrier, je pense qu'il faut penser que bah oui, on a un budget pour le déménagement, on a un budget pour l'implantation là-bas, on a un budget pour l'école des enfants, on a un budget pour tout ça. Je crois qu'il faudrait aussi prévoir un budget pour le conseil patrimonial adéquat pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi et de tomber dans des pièges et après d'avoir des situations qui sont beaucoup plus coûteuses. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. C'est important et c'est pas quelque chose qui doit être traité de façon secondaire. À mon avis, c'est une erreur. Voilà. Eh bien, merci Maître Varin, merci Frédéric Varin et merci au Conseil supérieur du notariat qui est joignable et que vous pouvez contacter individuellement. C'était une des questions, bien sûr, n'hésitez pas, ils vous renverront vers certains des notaires spécialistes de l'international comme Maître Varin. Je crois que cette conférence était très claire et merci pour ce conseil. Je crois que c'est un très bon conseil que vous venez de donner et pour toutes les informations évidemment que vous avez délivrées aujourd'hui. Merci à tous nos internautes, je le disais, très nombreux. Merci à vos nombreuses questions. Vous allez pouvoir visionner le replay, faites-le savoir. Ça sera dans le petitjournal.com également demain. Et puis, encore désolé pour le léger retard au démarrage. En tous les cas, un très grand merci et à bientôt pour d'autres webinaires avec le petitjournal.com. Merci, bonne journée et bonne soirée. Au revoir, bonne journée à tous.